Bien, alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte d'une très grande actualité. C'est un texte de Pierre Bourdieu qu'il a lui-même prononcé à la télévision et justement, ça parle de la télévision. C'est un texte de 96, j'avais 4 ans. Voilà, j'avais 4 ans, donc je ne l'ai pas écouté en direct, vous imaginez bien. Mais je l'ai lu quand j'étais étudiant et je l'ai relu pour vous. C'est vraiment quelque chose de pertinent. Je vous le montre, c'est un petit texte. Et je pense que c'est important de le lire parce que il dévoile toujours des mécanismes de pouvoir fondamentalement qui sont relayés par la télévision, qui affectent l'ensemble du champ politique et qui, en un mot, pourrissent la vie démocratique et intellectuelle, non seulement de ce pays, mais en général, de partout où ces médias de masse ont une influence considérable sur la vie des esprits. Mais je crois que vous avez une petite vidéo à me montrer. Excellent. Sur Rima Hassan. 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 On va revenir à Rima Hassan. Rima Hassan, placée en garde à vue. Elle a été placée en garde à vue. Placée en garde à vue. De la drogue de synthèse a par ailleurs été retrouvée. De la drogue de synthèse dans les affaires de Rima Hassan. De drogue de synthèse. De la drogue de synthèse. Il vient avec un sac avec de la drogue dedans. C'est de l'inconscient. En même temps, je suis pas du tout surpris, si vous voulez. Elle a tellement un sentiment d'impunité. Il y a un sentiment d'impunité. Total. C'est une habitude, quoi. C'est-à-dire que c'est bien normal, la drogue est au fin fond du sac. Petite quantité dans son sac. Et puis on parle On d'acharnement. va dire qu'elle se fait harceler, cyberharceler depuis des mois. Donc il y aurait un complot. C'est la stratégie classique de C'est victimisation. les gens d'extrême droite qui disent que de toute façon c'est une drogue. Ça fait beaucoup de drogués, ça, la France insoumise quand même. C'est inquiétant sur le À reste. l'origine, c'est un problème d'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait jamais dû lui donner la nationalité. Je vous rappelle ce que c'est? L'usage du stupéfiant? La condamnation en Arabie Saoudite, en Iran? C'est la peine de mort. La logique, c'est quand même d'aller chez Madame Rima Hassan. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour voir s'il y a d'autres produits. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'encore une fois, le parquet a confirmé la présence de drogue de synthèse. On l'a appris cet après-midi, le parquet de Paris a classé sans suite la procédure ouverte pour usage de détention de stupéfiants contre Rima Hassan. Aucun doute désormais sur la... Alors ouais, cet extrait que vous venez de me montrer là, Guillaume et Sophia, il est vraiment significatif de ce que Bourdieu appelle la production circulaire de l'information. Parce qu'à un moment, il commence à répéter, il répète, et eux-mêmes n'en peuvent plus de ce qu'ils sont en train de dire. Et là, ils ont répété toute la journée, un mensonge pour salir Rima Hassan, un mensonge pour pourrir et détruire la France insoumise. Et ils passent leur temps à faire ça à la télévision, mais ça atterrit dans la presse. Par exemple, ce mensonge-là a atterri dans le Télégramme, enfin, le journal du côté de Brest. Bon, c'était effectivement absolument scandaleux, mais ça renvoie à ce système où, à un moment donné, eh bien, des fausses informations sont répétées. Étant répétées massivement, elles sont relayées sur l'ensemble des chaînes de télé, puis reprises par la radio, puis reprises par les journaux. Et d'une certaine façon, lorsque des mensonges ou des fausses nouvelles sont relayées par les médias de masse, c'est là qu'elles ont l'effet le plus nocif. Et de fait, moi, je soutiens absolument Rima Hassan dans ce qui lui est arrivé, parce que c'est atroce. De ce genre de mensonges organisés médiatiquement, il reste toujours quelque chose, malheureusement, dans la tête des gens. Il y a beaucoup de cas où l'information fonctionne comme ça, en rond. Parce que c'est ce que Bourdieu appelle un champ, c'est un milieu finalement clos sur lui-même. Et donc, ils regardent tous les uns les autres ce qu'ils font et ce qu'ils racontent. Et puisqu'ils regardent tous les uns les autres ce qu'ils font et ce qu'ils racontent, il faut surtout pas louper le scoop. Parce que ça risquerait de produire de la différence et les gens iraient chez le concurrent. Et alors, vous avez un exemple de ça, c'est le moment où ils ont cru retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, qui est un meurtrier, qui a tué sa famille, etc. Et à un moment donné, tous les journaux ont fait la une dessus. Xavier Dupont de Ligonnès retrouvé, etc. Donc il y a plein de journaux, je suis sûr qu'il y en a, ils en ont fait les archives, parce que c'était un cas d'espèce où toute la presse de masse mettait en évidence cette logique mercantiliste, marchande et stupide, parce qu'il se trouvait que l'information était fausse, n'était pas vérifiée. Et donc, ce que Bourdieu décrit comme mécanisme fondamental tourne toujours à plein, évidemment. On le voit avec l'affaire qu'ils ont collée à Rima Hassan, tissée cousue de fil blanc et qui était complètement fausse. On le voit avec ce plantage sur Xavier Dupont de Ligonnès, mais on l'a vu aussi sur le 1er mai. Est-ce que vous connaissez, vous, quelqu'un qui trouve que c'est indispensable que la boulangerie ou le fleuriste soit ouvert le 1er mai? Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais c'est devenu une sorte de sujet où ils ont invité des gens pour dire oh, le 1er mai, mais oui, absolument, la liberté de travailler le 1er mai. Il n'y a pas un salarié qui a envie, là, il y a un jour férié payé. Personne n'a envie de s'encoltiner un de plus de journée de travail, surtout dans des secteurs qui sont aussi difficiles. Eh bien, tout le monde commente, et puis évidemment, on va donner la parole au patron, et puis des gens qui, eux, n'ont jamais à travailler le 1er mai,
qui sont les éditorialistes de plateau, etc. Bon, bah, eux, ces gens-là vont avoir toujours leur idée sur la France qui ne travaille pas assez, les Français qui ne travaillent pas assez, et toutes ces histoires absurdes qu'ils n'arrêtent pas de répéter. Moi, depuis que j'écoute et que je m'intéresse un peu à la vie politique, elle est même. Ils sont d'ailleurs remplaçables les uns par les autres, on s'en fiche, ils disent la même chose. Ils répètent les arguments du MEDEF, de la droite, et puis ils se disent, à force d'abêtir comme ça les personnes qui nous écoutent, peut-être que ça va passer. Mais en fait, ce qui passe pas, c'est quand on fait bosser les gens 2 ans de plus, jamais de la réforme de la retraite ou lorsqu'on veut sucrer des jours fériés, bah ça, c'est pas que du discours. C'est un changement réel dans la vie des gens, et on ne se laissera jamais faire par ce genre de petites manœuvres. Mais tout cela, finalement, finit par séparer la sphère médiatique du reste de la société. Parce qu'elle parle de situations, de configurations, d'événements et de choses en posant des analyses absurdes, parfois à leurs propos, dont le reste du pays se fiche. En revanche, elle crée tout de même son propre public. Ça, je vous raconte cette petite anecdote, parce que CNews, au début, moi je me disais, mais c'est tellement des rigolos, ils racontent tellement n'importe quoi. Alors non seulement c'est raciste, etc., mais souvent c'est très bête. Et en réalité, j'avais été extrêmement étonné une fois pendant la campagne législative, la dernière, il y a, je crois, une dame, elle me dit, je voterai jamais pour vous. Je dis, c'est pas grave, je suis pas candidat à faire 100%. Et la dame me dit, ouais, non, c'est un peu sèche. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que vous avez brûlé un commissariat. Je dis, mais alors, c'est incroyable. Je dis, mais vous avez entendu un truc pareil? Elle me dit, sur CNews. Et là, je me suis dit, mon Dieu, en fait, il y a des gens qui avalent ce genre de sottises. Et ça, c'est inquiétant, parce que ça dégrade énormément les possibilités même d'une démocratie. De la même façon que les contraintes du format télé, et on pourrait peut-être dire des choses similaires sur les réseaux sociaux. La différence avec les réseaux sociaux, c'est quand on produit soi-même, comme là on le fait par exemple, on a le temps, on a la liberté, on peut un peu faire comme on veut. Alors qu'à la télé, on n'a pas la maîtrise du tout de l'instrument de production. Mais par contre, il y a quelque chose, c'est la vitesse. À la télé, souvent on vous dit ouais c'est bon, etc. Vous avez un exemple d'ailleurs de ça, super interview de Mathilde Panot sur France Inter, je vous la recommande. Mais à un moment donné, on lui dit, parce qu'elle parle d'une agression raciste terrible, un gars qui est un raciste qui a tiré sur des enfants. Vous imaginez, ça pareil, ça aurait pu faire la une? Ah bah non, la une nulle part. Et Mathilde va pour parler et on lui dit non, et hop, faut avancer là. Et vous voyez, il y a souvent cette chose-là qui se produit. Et Bourdieu parle de ça, du rapport entre la vitesse et la pensée, et d'une certaine façon, à la télévision, de l'impossibilité de penser. Les gens qui viennent jouer aux intellectuels de plateau, parfois, ces gens-là, ils les appellent des fast thinkers, un peu comme il y a le fast-food. Fast-food, c'est pas bon pour la santé, hein, ça, je vous le dis. Si on mange trop de fast-food, c'est pas très bon pour la santé. Fast thinking, c'est pas très bon pour la pensée non plus. Parce que on vous donne du prêt-à-penser. Et comme il dit, des idées reçues. Et le propre des idées reçues, ici de Flaubert, c'est qu'en fait, quand on les reçoit, elles sont déjà là. Donc ça ne bouge rien. C'est la platitude absolue. Et parfois, ça déraille un peu. Et je vous invite à regarder l'extrait où Bertrand Badi répond à un journaliste sur la question de l'Iran. C'est un extrait tout récent, là, vous avez trouvé sur Glupatate. Badi dit lui-même a des origines persanes, mais dit à un moment donné, c'est intolérable et ça commence à devenir insupportable le fait que certaines vies valent moins que d'autres. Le journaliste a une réplique incroyable, il dit oui, en même temps, en Iran, on peut comprendre qu'il y a peut-être moins d'empathie parce que le régime, il nous plaît pas. Alors que Bertrand Badi parle du massacre de gamines dans une école. C'est insupportable de la même façon qu'est insupportable la progression terrible dans la sphère médiatique des idées d'extrême droite. C'est fou, parce que la société, elle devient de moins en moins raciste, c'est ce que montrent toutes les études de sociologie, mais les médias, eux, c'est l'inverse, ils font la course inverse. Mais ça s'explique aussi parce que Bourdieu explique dans ce livre, il parle d'un champ médiatique, je vous l'ai dit, et ce champ, en fait, se distribue dans un rapport de concurrence entre les uns et les autres. Et ils se font concurrence, pourquoi? Pour des parts d'audimat. Et les parts d'audimat entraînent aussi des logiques d'argent, etc., de pognon. Bon. Mais qui, à un moment donné, a fait la course en tête? Alors, apparemment, ils sont en train de tomber, mais dans les chaînes d'infos en continu. C'était CNews. Et dans le BFM, ils ont commencé à parler un peu comme CNews, à avoir un peu des préjugés aussi et des cadrages sur la situation qui étaient des cadrages xénophobes. Et même France Info également. Toutes ces chaînes ayant en commun d'être des chaînes d'infos en continu. Je veux dire, Pierre Bourdieu, il aurait, ça n'existait pas en 96. Mais les chaînes d'infos en continu, c'est le sommet
de la circularité de l'information. Et en général, ils n'ont rien à dire la plupart du temps. Le mieux, c'est quand ils font des lives avec une sorte de journaliste devant, je sais pas moi, le Conseil des ministres ou l'Élysée, puis ah oui, on a vu passer monsieur un tel ou madame un tel. Mais ce n'est pas une information. Parce qu'on peut se dire, le temps est précieux quand même. On pourrait faire venir des gens qui ont des choses à dire. Dans les années 90, c'est le début de la montée du Front National. Et en fait, depuis, ils n'ont pas arrêté de mettre de l'huile sur le feu, etc. Là, c'est les derniers développements avec la diabolisation de la France insoumise. C'est en fait l'achèvement, la poursuite d'un processus qui date d'une trentaine d'années. Quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection en 2002, il y a eu plein d'études de sciences politiques qui ont montré qu'il y avait eu un cadrage dans toute la campagne sur les questions sécuritaires. Et alors, on passe son temps à y répondre aux gens, vous êtes en insécurité, etc. Cette insécurité est liée aux immigrés. Attention, 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 attention. Et puis d'ailleurs, un tel a agressé un tel dans telle ville, tout le monde chez soi, etc. Et ensuite, on dit, oh, bah, les gens ont peur. Ah. Et on se demande pourquoi. Et on se demande si la peur elle-même n'est pas produite, ce qui est particulièrement évident. Et là-dessus, lorsque vous avez un tel cadrage médiatique qui est exercé, le pire du pire du pire, pour des gens de gauche comme nous, c'est de céder. Et c'est d'aller suivre cette pente-là. Et c'est ensuite de dire, ah ben oui, vu que c'est l'esprit du moment. Alors, c'est pas l'esprit du moment, c'est ce qui se raconte dans les médias. Et c'est comme ça que vous avez des Fabien Roussel ou des François Ruffin qui commencent à raconter n'importe quoi. Quand François Ruffin dit, ah non, l'immigration du travail, très peu pour moi, j'en veux pas. Mais quoi, c'est zéro travailleur immigré? De quoi il parle? Je veux dire, le principal flux migratoire, les personnes, elles viennent ici, elles viennent pour travailler. Qu'est-ce que c'est de cette histoire? À quel moment on est de gauche et on peut sortir des choses pareilles? Bon, tout ça, c'est pour se dire, allez, ça participe d'une ambiance qui fondamentalement est une ambiance xénophobe. Nous, on est contre le travail détaché, parce que le travail détaché, ça pose un problème d'égalité des droits entre les gens qui travaillent. Et il faudrait qu'il revoie un peu ses bases, François Ruffin, parce que la gauche, c'est l'égalité des droits, c'est le fait que la solidarité internationale, elle vaut entre les pays, d'un pays à l'autre, elle vaut aussi sur un même chantier, quand il y a des travailleurs immigrés et des travailleurs qui sont français. Bref, là, c'est vraiment les bases de la base. Et dans les médias, finalement, cette ambiance à l'émotion, elle se produit souvent à la télé sur un fond d'anti-intellectualisme. Parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Ouais, vous saoulez un peu avec vos développements longs, etc. Allez-y, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit penser? Et vous imaginez bien, et vous le savez bien. D'ailleurs, pourquoi d'ailleurs à l'université ou au collège ou au lycée, on ne fait pas des cours de 2 minutes 30? Comme le mini post info de France Info le matin, j'ai entendu le chef de cette matinale au Festival Longueur d'onde à Brest dire si on écoute la brève là, de France Info, là où il y a 1 minute 30, on a tout ce qu'un honnête homme doit penser. Avec ce genre de conception, je veux dire, ça fleure plus 1984 de George Orwell qu'un enthousiasme démocratique. Je vous renvoie par exemple au papier de Clémence Sénéchal dans Atrimed, mais en général aux travaux d'Atrimed, notamment sur les interviews de Léa Salamé, etc., qui sont des modèles en fait d'anti-intellectualisme. Elle a rien sorti quelque chose d'incroyable, celle qui désormais présente le journal de 20h de France 2. On pourrait prendre bien d'autres exemples, mais là j'ai ça en tête, parce qu'elle dit quelque chose d'incroyable, ce qui m'intéresse n'est pas la vérité, c'est la production d'un moment. C'est incroyable. Et cet anti-intellectualisme, cette insistance sur les émotions, finalement, produit aussi la télévision comme un espace absolument lisse. En fait, un espace qui est censé protéger la société du fait qu'il se passe quelque chose. C'est profondément conservateur comme fonctionnement. C'est lisse et ça doit rester absolument, comme dit Bourdieu, sans aspérité. Alors vous imaginez pourquoi, en fait, à partir de là, la France insoumise se prend un tel déchaînement contre elle. Parce que nous soulevons les problèmes. Le problème de la conflictualité entre classes sociales, le fait que le travail est moins bien payé, le fait que ça détruit aussi les services publics, que les milliardaires s'emparent d'autant de richesses, que nous courons au désastre avec le changement climatique et que rien n'est fait à la hauteur de la situation, que les obsessions répressives de la droite sont tout à fait pénibles pour les libertés et l'état de droit, que la jeunesse est méprisée dans ce pays. Bref, tout cela, nous le disons. Et effectivement, il y a de l'aspérité, il y a de la conflictualité dans le propos. Et on nous le reproche de façon permanente, comme on reproche aux mouvements sociaux leur simple existence. Et ça, c'est un point
qui est tout à fait décisif et qui est évoqué aussi dans le livre de Bourdieu, c'est que les mouvements sociaux sont toujours vus comme des surgissements dangereux. Alors vous avez les émeutes, comme ils disent, dans les quartiers populaires, parce que c'est vrai que lorsque un jeune se fait tuer par un policier, tout le monde devrait rester tranquille chez soi et n'a pas le droit de se mobiliser. Vous avez les grèves qui prennent en otage. Vous imaginez le scandale de dire cela? Je veux dire, les mots ont un sens à un moment donné. Et justement, la télévision telle qu'elle fonctionne démonétise les mots, les vide de sens et produit un débat tout à fait hostile à l'expression de la moindre organisation collective qui ne répond pas aux exigences de l'ordre dominant, en couvrant et en invisibilisant les violences de l'État. Hein, parce que quand des gens se font éborgner, quand un autre se fait arracher un bras, ça, pour une partie des gens, et si je vois bien, hein, les députés macronistes ou d'extrême droite, ça, il n'y a pas de souci, c'est pas de la violence. Lorsqu'on vire des gens du fait de législations sociales beaucoup moins protectrices prises sous Macron, que les personnes perdent leur logement, éventuellement, il y a une séparation en couple et que des gens se suicident, ça, c'est pas une violence non plus. Et toute cette violence sociale massive du macronisme et du néolibéralisme, parce qu'avant c'était Hollande et Sarkozy, c'était la même soupe, eh bien, toute cette violence, elle est invisibilisée structurellement par le fonctionnement des médias. Et nous, on passe notre temps à la rendre visible. Et c'est pour ça qu'ils nous détestent. La télévision, elle pousse à l'inflation répressive. Parce qu'en fait, à force de... Et d'ailleurs, vous avez des lois ici pondues à chaque fait divers. Et il en parle déjà, Pierre Bourdieu. Genre, un fait divers, boum, une loi. C'est-à-dire, vous avez un fait criminel, on fait une loi. Alors que, je veux dire, faut prendre le temps de la réflexion. On va pas faire, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, eh bien, une loi, une nouvelle loi. C'est une inflation législative qui, en plus, n'a aucun sens et dont il n'est jamais fait le bilan. Donc voilà, on continue à défendre des médias libres, pluralistes, et c'est une des tâches majeures pour un gouvernement de gauche que de faire que la télévision notamment, mais l'ensemble des médias deviennent des instruments d'éducation populaire, de partage des connaissances, plutôt que, comme ils le sont assez largement aujourd'hui, des moyens d'endoctrinement qui fonctionnent ainsi parce qu'ils sont structurés ainsi. C'est ce que permet de comprendre le livre de Bourdieu sur la télévision. Tchou. Tchou.